On a besoin de support, on a besoin du monde qui sont informés de notre situation, parce que ça fait plusieurs années qu'on parle de ça au gouvernement. Puis, il y a des moments que c'est comme ça aide, mais ce n'est pas assez. Ma fille, qui a 15 ans maintenant, qui étudie en français aussi, je veux qu'elle ait un futur qui est plus beau que ça. Je n'ai pas de problème de le garder jusqu'à ce qu'il soit 40 ans, mais aussi un moment donné qu'elle veut avoir son propre place, qu'elle va avoir sa propre famille. Puis je ne suis pas le seul père qui le sent aussi, puis à ce moment-ci, je pense que je n'aurai pas le choix de le garder chez moi, avec sa famille, jusqu'à le temps qu'elle va avoir 40-45 ans. Je vais continuer avec mes notes. L'administration régionale Kativik et la société Makivik tiennent à féliciter le travail de la commission et d'avoir débuté ces audiences à Coudreau. Le Nunavik est la région nord du Québec où vivent plus de 11 000 Inuits dans 14 communautés côtières. Il manque 1000 logements au Nunavik, qui détient le plus haut taux de surpopulation par maison de tout le Canada. Ce surpeuplement affecte la santé physique des Inuits. Il favorise la propagation de maladies contagieuses telles les infections de voies respiratoires, cutanées et oculaires. La tuberculose, une maladie que la plupart pensaient révolue depuis les années 1950, est toujours présente au Nunavik. En 2012, juste l'année passée, le village de Kansua-le-Toit a connu 89 cas de tuberculose active. Un des facteurs favorisant la propagation est la surpopulation des logements. Ce surpeuplement est une source de stress chronique. Le rapport de la Commission québécoise des droits de la personne et de la jeunesse rendu public en 2007 conclut que le manque de logements est un obstacle au succès à l'épanouissement des enfants du Nunavik. Ainsi, il est fréquent de voir 3 familles vivant dans la même maison. Il se retrouve souvent 12 à 15 personnes, de 3 et 4, même 4 générations. De plus, cette surpopulation expose un nombre alarmant d'enfants à des situations de violence physique et sexuelle, qui entraînent des problèmes de santé et incitent au suicide. Il est urgent de mettre en place un programme de rattrapage pour répondre aux besoins actuels. Dans le cadre du Plan Nord, le gouvernement du Québec a mis en œuvre un programme spécial de rattrapage pour répondre à une partie de ce besoin. Malheureusement, le gouvernement de M. Harper refuse toujours de faire un effort spécial et de démarrer le programme de rattrapage similaire à celui du Québec. Puis j'étais très content, il y a une partie des recommandations, le 14, recommandation 14, qui demande au gouvernement du Harper pour continuer, pour renouveler et redémarrer le programme de rattrapage pour notre région. La crise du logement a créé un nouveau phénomène. On assiste à une itinérance voilée dans toutes les communautés du Nunavik. On réfère ici aux personnes qui vivent temporairement chez des parents ou amis ou qui vivent dans des abris de fortune tels que des cabines. Les gens touchés par cette itinérance cachée vivent dans des situations dramatiques, mais restent invisibles. Le Conference Board du Canada, organisme très crédible au Canada, donne l'expression couchsurfing au phénomène de cette itinérance voilée. Le Conference Board affirme que tout développement des ressources naturelles du Nord canadien doit tout d'abord assurer la sécurité des communautés du Nord. Malgré que les Inuits à Montréal représentent plus de 10% de la population autochtone,
il représente 45% des Autochtones itinérants vivant dans la métropole. Cette itinérance, qui touche autant les hommes que les femmes inuits, amène son lot de problèmes de santé physique et mentale. Les femmes inuits renouent avec la violence qu'elles voulaient fuir au Nunavik. La crise du logement dans les communautés du Nunavik en est le principal facteur de l'itinérance inuit à Montréal. Devant la gravité de la situation de l'itinérance à Montréal, la Société Makivik, organisme qui représente les 11 000 Inuits du Nunavik, a décidé d'aller de l'avant, de concert avec d'autres organismes du Nunavik et d'élaborer une stratégie et plan d'action. Des ententes signées avec des organismes comme le Centre de jour chez Doris, le Refuge Projet Autochtone Québec et la Société de développement de Ville-Marie ont été signés afin de s'assurer que ces Inuits en difficulté ou itinérants ont accès à des soins médicaux et programmes sociaux. Les projets sont aussi en marche afin de prévenir cette itinérance. Les familles inuites du Nunavik vivent dans un environnement résidentiel toxique. C'est ce qu'ont affirmé 11 professeurs et chercheurs de l'Université québécoise dans une lettre parue dans le journal La Presse du 15 septembre 2010, et la situation n'a fait que s'empirer depuis. Il est temps que le gouvernement du Québec et Canada agissent à ce que les familles du Nunavik aient accès à des logements équitables. Après tout, les Inuits sont des payeurs de taxes et d'impôts comme tous les autres citoyens canadiens et québécois. Et notre situation n'est pas facile. Depuis que j'ai pris le mandat d'être maire de Coudouac, je vois ça beaucoup plus souvent. Coudouac est une petite communauté de 2400 personnes, on se connaît. Quand quelque chose se passe, tout le monde sait qu'est-ce qui s'est arrivé. On sait qu'on doit trouver une solution de notre situation concernant le logement. Bien souvent, notre région de Nunavik arrive dans des nouvelles, puis c'est des situations qui sont très sérieuses, pas trop positives. On a des problèmes sociaux. On a nos problèmes avec l'alcool et la drogue. La vie est très compliquée pour les Inuits du Nunavik. Puis je sens, puis je vois de plus en plus que le logement, à cause qu'il n'y en a pas assez de logement, que c'est vraiment, ça c'est la base de nos problèmes sociaux. Si, d'une façon ou l'autre, on peut trouver des maisons qui sont équitables pour chacun des Inuits dans les 14 communautés, ça va donner un premier pas pour essayer de trouver des solutions d'autres problèmes qu'on a dans notre région. Alors, je vous remercie encore, surtout la commission et les membres pour avoir travaillé, puis avoir venu à Coudouac. Il n'y en a pas beaucoup de monde qui a la chance d'aller là, c'est le coup de pied est énorme. Alors, je vous remercie à tous, et on va continuer. Merci. Changement de batterie, battery change. Merci Tounou. On est vraiment très heureux et heureuse que tu sois là ce soir, je pense. Quand on a su qu'il y aurait quelqu'un du Nunavik pour venir ce matin à la conférence de presse, puis ce soir avec vous, parler de la situation, on s'est dit que ça ferait chaud au cœur à plusieurs personnes qui n'avaient pas pu participer à la vidéoconférence, notamment de l'audience à Coudouac pour des raisons techniques. Donc, merci beaucoup d'être là.
On avait annoncé qu'il y aurait des échanges et tout ça, mais je pense que là encore que si on embarque dans des questions et tout ça avec la salle, ça risque d'être assez long. Je pense que Tounou a fait un bon portrait de la situation, mais il va être là avec nous après le film aussi. Donc, s'il y a des questions, ce qu'on pourra faire, c'est qu'il y aura des échanges sur le documentaire, sur la commission, et on pourra comme ça répondre un peu à tout le monde ensemble, si ça vous convient, parce que sinon, on va prendre du retard sur l'heure annoncée de la première du documentaire Au pied du mur. Et juste avant, François Saillant du Frappru, mon collègue, va venir vous dire quelques mots pour introduire notamment les vidéastes qui sont avec nous ce soir et qui eux aussi vont, dans quelques instants, vous dire quelques mots. Je voudrais d'abord souligner, tout à l'heure on mentionnait parmi les gens de la permanence du Frappru qu'il y avait Maud Menardon qui a été là cet automne, qui a donné qui a été très impliqué dans toute l'opération de la commission. Maud est avec nous depuis ce temps-là, c'est Maud. Et quand tu fais des remerciements, tu oublies toujours du monde. Ça arrive. Et parmi les gens qu'on a oubliés, il y a des gens, avant la commission, des membres du Frappru qui se sont réunis plusieurs fois pour préparer la commission et dire à quoi ça doit ressembler ce truc-là. Donc, je voulais aussi remercier les membres du comité de travail du Frappru qui avaient été votés au Congrès, qui se sont réunis avant la commission. Merci. Juste un tout petit mot sur toute cette opération-là de commission. Sylvain, vous le mentionnez un peu tout à l'heure, le Frappru va avoir 35 ans à l'automne. En 35 ans, on était sûr qu'on avait tout vu, tout entendu, puis qu'on était même blasé. Ben, c'est pas vrai. On n'avait pas tout vu, on n'avait pas tout entendu, et même si on avait tout vu et tout entendu, on ne sera pas blasé pour autant, parce que les problèmes, la concentration de problèmes, même les problèmes ordinaires des gens, la misère ordinaire, voir le concentré qu'on a eu durant cette commission-là, c'était quelque chose de marquant, puis ça donne le goût et l'obligation de continuer. Je voulais vous dire, d'abord, avant de présenter les cinéastes, que le rapport va avoir des suites. C'est pas vrai qu'on va laisser ce rapport-là être tabletté, qu'on va laisser cette commission-là être oubliée. Première suite, elle nous appartient à nous autres. On va entreprendre, dès le mois d'avril, une nouvelle tournée des régions du Québec pour aller retourner dans les régions qu'on a visitées et leur dire que, vous voyez, tout ce que vous avez vu, tout entendu, parce qu'il y a des gens, des fois, qui étaient sceptiques là-dessus, bien, ça a été compris et c'est repris. Dans la commission, c'est un travail qui est extrêmement important de retourner et de dire aussi, je parlais à un journaliste aujourd'hui de Rouyn-Noranda, puis elle me demandait, mais qu'est-ce que le rapport dit sur Rouyn-Noranda? Je lui disais, pas quatre choses, il m'a dit, bon, là, vous ne nous apprenez rien. J'ai dit, à vous, on n'apprend rien, j'espère qu'on ne nous apprend rien. On peut se dire qu'il y a des gens de d'autres régions, on va apprendre quelque chose avec ce rapport-là. Et c'est ça l'important, c'est que ce qui se vit, les réalités qui se vivent dans différents coins du Québec, bien, que ça se sache partout à travers le Québec. Et ça, c'est le mandat qu'on veut se donner. Donc, on va repartir avec le rapport des commissaires, avec un petit outil de 12 pages qui va être disponible bientôt, qui est vraiment un condensé du rapport, et le film qu'on va vous présenter tout à l'heure. Là, donc, il va y avoir une tournée qu'on entreprend, qui commence en avril, qui va se terminer en novembre, et on espère aller dans un maximum d'endroits à travers le Québec, les villes qu'on a visitées, ou même les villes où on n'est pas allé. La deuxième chose, c'est qu'on va continuer à exiger des réponses politiques. On veut, entre autres, que ces rapports-là soient déposés officiellement, autant à Québec qu'à Ottawa, et que les gouvernements réagissent à ça. Je dois vous avouer qu'on est un peu déçus à l'heure actuelle. On devait très facilement organiser un dépôt à Québec et on ne réussit plus à parler à personne. Donc, si vous connaissez des gens du gouvernement du Québec, pouvez-vous le dire que d'habitude, on ne niaise pas aussi longtemps que ça. Aussi longtemps que ça, c'est ça. Donc, on va faire quelque chose. On doit ça aux 360 groupes et individus qui sont venus témoigner. On leur doit ça d'avoir une réponse politique. Donc, il y a ça à Québec.
À Ottawa, on ne s'attendait pas à grand-chose du gouvernement Harper, donc on est plus passé par le nouveau Parti démocratique et on est en pourparlers pour déposer le rapport vers la fin avril. Mais là aussi, on va exiger une réponse du gouvernement Harper, parce que c'est quand même lui qui est là. Ça, c'est plus dur à obtenir habituellement, mais on peut prendre des moyens pour l'obtenir. Là, ça se suit tout de suite, donc il va y avoir d'autres suites, finalement, je ne vous surprendrai pas, mais tout ce qu'il y a là, ça va rester une lettre morte s'il n'y a pas des luttes qui se mènent sur la question du logement. Si partout à travers le Québec, il n'y a pas des gens qui se lèvent pour dire « Hey, c'est nos droits dont il est question », c'est notre droit au logement, mais on vous l'a dit tout à l'heure, c'est pas juste notre droit au logement, c'est notre droit à la santé, c'est notre droit à l'éducation, c'est le droit à la vie qui est aussi mentionné aujourd'hui, qui est presque attaqué par ça. C'est nos droits dont il est question là-dedans, et nos droits, on les défend. Et pour les défendre, c'est dans la rue qu'on défend ces droits-là. On a un premier rendez-vous. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont du FRAPRU. Les membres du FRAPRU, je n'ai pas besoin de vous convaincre. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas des membres du FRAPRU, par contre. Et je voulais juste vous dire que cette bataille-là, c'est bien sûr une bataille pour des gens qui vivent très durement des problèmes de logement, pour des mal logés, pour des sans-abri. Mais comme c'est une bataille pour des droits, comme c'est une bataille pour un filet de sécurité dont tôt ou tard, on va peut-être avoir besoin. Peu importe dans quelle situation on est présentement, il n'y a rien qui garantit qu'on n'aura pas besoin plus tard de logement social. Et si des logements sociaux, il n'y en a pas, ben on va avoir un problème. Et quand je dis des logements sociaux, il n'y en a pas, vous savez qu'il y a une échéance qui s'en vient. Ça ne veut pas dire que les logements sociaux vont disparaître, mais il arrive une échéance très bientôt, qui est la fin des subventions à long terme versées par le gouvernement fédéral. Les subventions qui ont été versées sur 25-35 ans. Je vous en dis pas beaucoup plus long parce que vous pouvez le lire dans le rapport, mais ce qui est menacé derrière tout ça, c'est l'accessibilité de ces logements-là, de ce patrimoine-là, aux gens à plus faible revenu. Et ces logements-là, ils ont été construits pour respecter le droit au logement et s'assurer que tout le monde avait droit au logement. Et les personnes qui sont les plus mal prises, évidemment, c'est les premières personnes à avoir besoin de ces logements-là. Donc, pour les personnes qui sont locataires maintenant de ces logements-là, mais aussi qui veulent, qui aspirent à y rentrer un jour, il y a des batailles à mener. On a une première manifestation qui va se dérouler à Montréal, pas à Montréal, à Québec, c'est à Québec, on ne va pas là. Il y a des autobus en masse qui vont être prêts à descendre à Québec. On vous invite à y aller, c'est le samedi 11 mai à Québec. Appelez au FRAPRU, appelez dans votre comité logement, appelez dans votre association locataire. Il y a quelque chose qui va se passer à Québec cette journée-là. Finalement, je finis là-dessus, quand on a voté au FRAPRU d'organiser la commission populaire itinérante, il y a aussi une proposition qui est venue du plancher qui a demandé au FRAPRU qu'il y ait un film de produit là-dessus. Puis on nous a dit un vrai film. C'est ce qu'on a compris, un film professionnel. En fait, on a fait appel à des gens. Là, on a fait un appel assez large à plusieurs cinéastes de participer. Et on a eu la candidature de Aude Leroux-Lévesque et de Sébastien Riss qui nous est arrivé. Et c'est sûr, en discutant en équipe au FRAPRU, on se disait, c'est ceux qui nous ressemblent le moins, dans le fond. Ils n'ont pas le profil FRAPRU. Ben, ils n'ont tellement pas le profil FRAPRU que c'est pour ça qu'on les a choisis. Cela étant dit, à travailler avec Sébastien et Aude, travailler avec eux autres, c'est vraiment